Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec et chez Vincent Cespedes. Ce cadre, on le connaît, on y reviendra puisque tu fais beaucoup de live sur la philosophie. Tu es aussi essayiste avec toujours un livre en préparation ou à publier. On va donc parler de philosophie et ce terme que tu m'as proposé de cybermodernité, ce que tu nous évoqueras. Et puis, je me suis dit qu'on allait commencer, puisque je me suis un petit peu documenté sur ton travail, ta pensée, sur une phrase qui revient souvent, quelque chose que, me semble-t-il, est très important pour toi. Je le fais en grec ancien, même si je n'en ai pas fait. Tu me l'as soufflé aussi. Gnotis automne, qu'est-ce que ça signifie? Et surtout, pourquoi, me semble-t-il, cette phrase est très importante pour toi? Cette phrase, oui, c'est « connais-toi toi-même ». C'est un des piliers de la philosophie. C'est ce qui était à l'oracle de Delphes et une phrase que Socrate aimait citer. Le « connais-toi toi-même », ce n'est pas une introspection forcément psychologisante, ce n'est pas médite sur tes traumatismes passés, essaye d'aller mieux, de te curer toi-même. Non, c'est simplement comprends comment tu fonctionnes et fais de ton être, fais de ta pensée, fais de ta réflexion un sujet d'interrogation. Et donc c'est une des grandes phrases pour expliquer ce que doit être la philosophie. C'est une démarche de compréhension de soi et à travers soi, comment on comprend le monde. On ne peut pas simplement se contenter de comprendre le monde, il faut aussi comprendre comment on comprend. Alors, beaucoup d'ouvrages commencent avec, en termes de philosophie, la Grèce antique, et tu nous dis, toi, que c'est bien de ne pas oublier l'Égypte antique, notamment, je l'ai relevé dans une de tes conférences, parce que je crois que tu nous dis, on ne fait pas 3000 ans d'histoire stable sans philosophie, c'est pas possible, quoi. Oui, on a une vision un peu occidentalo-centrée de la philosophie. Elle serait née en Grèce, comme ça, de façon très spontanée. Et en fait, non, quand on analyse un peu profondément les origines de la philosophie, d'abord, ce n'est pas la Grèce, c'est la Méditerranée. C'est-à-dire que ça circule, c'est repris par les Arabes, c'est en Égypte, c'est en Grèce, c'est tout le bassin méditerranéen. Et puis, il y a aussi des philosophies venant de Chine et autres. Donc, dès qu'il y a une stabilité politique et dès qu'il y a une caste capable de pouvoir penser, de s'offrir le luxe de ne pas être prise dans la frénésie du travail et de pouvoir prendre du recul, la démarche philosophique se retrouve. Alors c'est vrai qu'en Occident, on a cette idée d'une pensée critique constitutive de la démarche politique. On ne l'a pas partout, ça. Cette idée que la philosophie et la politique doivent faire bon ménage et qu'on peut quand même spécifier que l'Occident a une puissance autocritique forte. Lorsque l'Occident colonise, lorsque l'Occident se livre à des guerres, il y a toujours des penseurs, des résistants internes qui vont plaider pour la liberté, pour la lucidité, pour la compréhension de soi et pour plus de justice. Alors, pour continuer à te situer, on va faire un bond en avant, on va faire comme ça des allers-retours. Et je suis revenu aussi, grâce à toi, à Teilhard de Chardin, pour une notion, un concept très contemporain. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, qu'il a nommé la noosphère. Pierre Teilhard de Chardin, c'est un homme exceptionnel, c'est un philosophe qui a été fasciné par la science, qui est fasciné par plein de secteurs, qui a essayé de souder comme ça des disciplines entre elles, ce qui est pour moi la démarche philosophique. Et effectivement, il crée ce concept de noosphère au début du XXe siècle, c'est-à-dire la sphère des idées. Un peu sur le modèle de la biosphère, il y a la Terre, la planète Terre est entourée d'une sphère, la sphère des idées qui vont circuler, qui vont s'échauffer. Et il le dit ça dans les années 1915-1920, donc bien avant Internet. Et à l'heure d'Internet, on voit bien que c'est assez avant-gardiste comme concept. Et lui, il plaidait pour le réchauffement intense de la noosphère, cette activation des idées qui circulent, de la connaissance qui inspire tout le monde. Et c'est une belle vision un peu humaniste et une belle vision de réconciliation des hommes et des femmes à travers, au-delà des frontières. Il y a une noosphère qui ne connaît pas de frontières, c'est cette circulation des idées et je pense que la philosophie, c'est plaider et travailler pour la noosphère.
C'est intéressant ce rapprochement entre ce qu'il baptisait, lui, une forme de conscience collective et toi, ce que tu baptises aujourd'hui, l'intelligence connective. Quand tu parles de s'échauffer, en effet, aujourd'hui, c'est sur Internet que et les serveurs et les esprits s'échauffent. Alors voilà, c'est pas parce qu'on s'échauffe qu'on est intelligent. Il y a aussi une bêtise connective. Mais l'intelligence connective, c'est vraiment, pour moi, à la fois ce qui est tout à fait nouveau avec Internet. C'est-à-dire qu'on est capable d'être intelligent ensemble en parlant sans se connaître. On le voit dans Wikipédia, les contributeurs Wikipédia n'ont pas besoin d'être face à face, n'ont pas besoin de s'échanger des amabilités. On est direct sur la connaissance et on argumente. C'est un combat d'argumentation. Et cette intelligence connective, qui n'a rien à voir avec l'intelligence collective, où on se connaît, on se tutoie et donc on respecte aussi certains impensés, des hiérarchies, des genres, des âges, des CV. Là, dans l'intelligence connective, on ne s'intéresse qu'à la pensée pure, qu'aux arguments déployés indépendamment des personnes qui les portent. Et ça permet une levée de l'ego qui est exceptionnelle, ça permet une accélération de la pensée, de la noosphère, et c'est tout à fait nouveau. Et je pense qu'on ne sait pas encore vraiment être intelligent connectivement. On le découvre, on tâtonne, on l'a vu avec le confinement, on a tout d'un coup eu une démocratisation de l'intelligence connective, que ça soit d'ailleurs plein d'humour. L'intelligence connective va vraiment avec l'ironie, j'analyse ça. C'est que dès que vous mettez des gens ensemble dans un forum virtuel, il y aura des blagues. Ça va avec, c'est presque un indice. Et je vous rappelle que l'ironie est à la base de la philosophie telle que Socrate la développe, c'est-à-dire la capacité de questionner le puissant avec ironie, c'est-à-dire à montrer que lui qui se pose comme sachant ne sait pas vraiment. Et c'est l'ironie mordante, le clash qui va permettre cet ébranlement de ceux qui, du haut de leur arrogance, pensent détenir du savoir. Et donc dans l'intelligence connective, on a cette ironie, on a cette capacité à faire mouche, on a cette capacité à distinguer la blague de l'argument qui porte. Et je pense qu'on est au tout début de cette intelligence connective que j'appelle l'INEX, I-N-E-X, pour nexo-intelligence. En latin, nexus, c'est le lien. Donc l'intelligence connective, c'est l'intelligence du lien, une intelligence qui part que sur le lien transréel, mi-virtuel, mi-réel, pas besoin de se connaître. Donc Wikipédia est un peu un modèle, même s'il y a des choses à en dire, mais en tout cas c'est un modèle d'efficacité par rapport à l'intelligence collective. On se donne tous rendez-vous autour d'une table, on essaie de faire la meilleure encyclopédie du monde. Wikipédia, pas besoin de la table. Et c'est parce qu'il n'y a pas de table et parce que les experts ne sont pas autour d'une table que ça fonctionne. On doit découvrir ça. Je pense que la philosophie aussi va se transformer au contact de cette intelligence connective. Pour l'instant, on sait ce que c'est une pensée collective, des groupes, des courants artistiques qui se donnent rendez-vous autour d'une table, qui à la fois saucissonnent et à la fois refont le monde. Ça, on sait ce que c'est depuis les banquets de Platon. On a l'intelligence individuelle. Toute notre école vise à développer l'intelligence individuelle du citoyen, etc. Mais on n'a pas encore de grandes œuvres d'intelligence connective, et même au niveau artistique. Et ça, c'est en train de venir. Donc nous sommes tous des élèves de cette intelligence connective qui sera évidemment beaucoup plus puissante que toutes les intelligences artificielles qu'on essaie de nous vendre. Alors, je sais que tu as enseigné la philosophie. Aujourd'hui, tu transmets avec tous les canaux possibles et imaginables. On y reviendra, notamment avec des ouvrages, mais aussi des conférences, des think tanks en live, évidemment, te servant de ces outils ou canaux contemporains. Et en même temps, je voudrais qu'on revienne sur l'enseignement de la philosophie. Aujourd'hui, c'est au lycée et encore, pendant toutes les formations, plus ou moins. Avant pas trop, après plus du tout. Alors que finalement, la philosophie, à bien y regarder, on peut en trouver un peu dans toutes les disciplines. Je dirais même peut-être aussi et surtout en mathématiques, par exemple. Oui, la philosophie, c'est pas une discipline au sens où on apprend un contenu. C'est pas parce que vous lisez Kant que vous devenez philosophe. La philosophie, c'est un exercice, c'est une pratique. Et ce qui est intéressant en terminale ou même avant, c'est de s'exercer à cette pratique-là. La pratique du jugement critique, la pratique de l'argumentation rationnelle, la pratique qui consiste à utiliser des concepts, comprendre ce que c'est un concept, la pratique qui consiste à peser le pour et le contre. C'est une pratique très importante pour les jeunes qui sont après sur les réseaux, essayer de penser le contraire de notre opinion, accepter l'objection, voir l'objection comme une chance pour notre raisonnement et pas comme une attaque personnelle.
Donc tous ces réflexes, tous ces instruments de la philosophie, sans parler de la logique, bien sûr, il est question de logique dans la philosophie, c'est très important de les acquérir. Je dirais même que c'est presque l'essentiel de l'école. Franchement, quelqu'un qui apprend à raisonner, à critiquer ce qu'il lit, à essayer de peser le pour et le contre, à essayer de toujours pousser plus avant sa curiosité, ne pas se contenter d'autorité sachante, bah, il est sauvé. Donc à la rigueur, bon, après on peut apprendre de l'histoire, on peut apprendre des mathématiques, mais c'est pour moi l'essentiel de ce qu'il faut donner aux jeunes à l'heure d'Internet, à l'heure des tutoriels sur YouTube. Je veux dire, si après on doit apprendre les mathématiques, bon, on apprend les mathématiques sur Internet sans aucun problème. On n'a pas besoin de cours en fait dans nos écoles. Je sais que ça paraît très provoquant, mais en fait, pour l'instant, on perd beaucoup de temps à apprendre du cosinus-sinus qui servent que à ceux qui vont faire des mathématiques après 18 ans, ce qui est quand même une minorité de la population. Alors on nous dit que ça nous forme le jugement critique. Il y a plein d'autres choses qui forment le jugement critique. Pourquoi choisir cosinus-sinus plutôt que des jeux, de la programmation, du code, de la philosophie, voilà. Donc tout ça, ça doit être un débat démocratique, ça doit être un débat citoyen. À l'heure d'Internet, l'école doit aussi s'interroger qu'est-ce qu'on doit transmettre aux jeunes futurs citoyens qui vont voter, qu'est-ce qu'il faut transmettre. Moi, je pense qu'apprendre à décrypter un débat politique, apprendre à avoir des repères pour pouvoir comprendre des auteurs, des grands mots, apprendre à aller chercher des informations, vérifier, c'est extrêmement utile et pas du tout assez développé dans notre éducation nationale qui vise en fait la compétition individuelle. Depuis l'âge de 10 ans, même si les profs peuvent être absolument géniaux, le système, c'est un système de sélection qui vise à sélectionner individuellement les individus, d'où les phobies scolaires, le stress, etc. Donc il y a une vraie remise en question de la puissance de la philosophie, telle que, évidemment, c'est pas une question de prof de philo, hein, c'est une question de coloration de l'éducation nationale. L'éducation nationale doit, en 2020, être philosophante, pousser à philosopher. Pas tellement, encore une fois, apprendre un contenu, on a tout sur Wikipédia, hein. On a tout sur des tutoriels. Les youtubeurs font un boulot remarquable de vulgarisation. Donc si vraiment je m'intéresse à Kant, en une semaine, Kant, hein, qui est quand même très difficile, si vraiment je suis passionné, en une semaine, en surfant, en regardant par-ci par-là, je peux me faire une idée de Kant. Donc ce n'est pas tellement le contenu des grands auteurs qui sont d'ailleurs divinisés, ce qui est l'opposé de la philosophie. Pascal disait, si tu veux vraiment philosopher, tu dois te moquer de la philosophie. Encore une fois, l'ironie dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on sacralise des auteurs. Donc ce n'est pas tellement ça, la philosophie, c'est une démarche critique. On a besoin d'une jeunesse avec une réelle pensée critique capable de débat. Et aujourd'hui, ça, ce n'est pas encore assez donné à travers les canaux de l'éducation nationale.